Je commence notre soirée en passant le micro à Florence Quentin, qui préside aux destinées du monde des religions, co-organisateur de la rencontre. Quelques mots. Bonsoir, je vous remercie de vous être déplacé pour ce débat exceptionnel autour du livre de Fabrice Midal, Auschwitz, l'impossible regard, qui est paru aux éditions du Seuil il y a quelques jours. Alors je me réjouis à plusieurs titres de vous accueillir et d'accueillir Fabrice, que je connais depuis quelques années. Et Fabrice est un auteur que l'on attendait plutôt sur des thèmes qui lui sont familiers, chers, comme le bouddhisme tibétain ou l'art, notamment de Jackson Pollock, dont il est un spécialiste. Et contre toute attente, peut-être, il nous a livré là un livre remarquable, un livre qui est tout à fait unique dans son genre, un livre très émouvant et un livre extrêmement personnel. Vous allez le découvrir. Un livre émouvant parce qu'il se met à nu. Il nous révèle quelque chose, effectivement, de tout à fait intime sur cette question de la Shoah, cette question qui est sans doute l'impossible regard, mais aussi quelque chose qu'on ne peut pas dire. Et c'est la question récurrente dont il traite. Mais il traite également de questions à travers sa propre histoire, ce qui est particulièrement émouvant, de questions philosophiques et spirituelles, ce qui me permet de faire le lien avec ce partenariat, qui est donc un partenariat avec le journal Le Monde et le Monde des religions, où Fabrice contribue régulièrement, collabore régulièrement dans nos colonnes. Donc je vous remercie. Je remercie également nos partenaires qui sont Academ, bon, Le Monde bien sûr, Philosophie TV qui va ce soir filmer cette rencontre que vous pouvez retrouver sur leur site, sur le site du Monde des religions également, et les éditions du Seuil où paraît cet ouvrage. Je vous remercie. Eh bien donc, nous avons le plaisir pour discuter de ce livre d'avoir justement Annette Vivorca, que nous remercions d'être venue. Annette Vivorca est donc historienne, elle est l'auteur de nombreux ouvrages sur la Shoah et la mémoire du génocide des Juifs. Elle a été très récemment l'auteur d'un livre d'entretien tout à fait passionnant, dont certains thèmes recoupent, évidemment pas de la même façon, ceux de Fabrice Midal, L'heure d'exactitude, paru chez Albin Michel. Et en tout cas, c'est un livre dans lequel elle questionne aussi l'actualité, la pertinence de ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Peut-être nous allons y revenir au cours du débat. Elle vient également de publier avec Michel Laffitte un livre tout à fait important à l'intérieur du camp de Drancy, qui est consacré donc à l'histoire de ce camp d'internement, le plus grand des camps d'internement parisiens. Et donc, elle a travaillé sur les archives, et elle montre beaucoup d'archives inédites, notamment récoltées lors de sa collaboration très étroite avec la commission Matteoli sur la spoliation des Juifs de France. Fabrice Midal a donc été présenté déjà. Je rajoute qu'il est docteur en philosophie, effectivement spécialiste de l'abstraction dans l'art moderne. Il dirige également une école de méditation, adepte qu'il est du bouddhisme tibétain. Il a écrit de très nombreux ouvrages, parmi lesquels Risquer la liberté aux éditions du Seuil, Et si de l'amour on ne savait rien, Pourquoi la poésie, Mandala, l'unité du monde. Vous retrouverez tout ça sur les sites ad hoc. Et récemment, un livre qui me paraît faire un petit peu le lien, parce qu'il est question aussi du Japon assez paradoxalement dans ce dernier livre sur Auschwitz, Les conférences de Tokyo, Martin Heidegger et la pensée bouddhique. Alors, il nous expliquera sans doute le lien qu'il a mené de Heidegger à une réflexion, une autoréflexion sur son rapport à la Shoah. Je vais commencer donc notre soirée par lire quelques pages seulement de l'épilogue qui, à mon avis, donne une bonne idée du livre. Je téléphone à ma grand-mère, Mamie Charles, comme je l'appelais. « Il faut que tu viennes tout de suite, me dit-elle, d'une voix insistante. Je lui réponds « Ah non, je n'ai pas le temps. Monsieur Resnick est mort, il faut que j'aille à l'enterrement et ton père n'est pas à Paris. »
Je ne peux pas y aller toute seule, tu comprends ? Bien sûr, mamie lui répond, aussitôt un peu honteux de ma réponse mécanique. Maurice Resnick était le meilleur ami de mes grands-parents. Je l'ai souvent vu enfant, mais à l'exception de sa présence lumineuse lors de la mort de mon grand-père, je n'en garde pas de souvenir très précis. Juste sa silhouette, le ton de sa voix. Ma grand-mère pleure. Elle pleure de son impuissance à ne pouvoir y aller toute seule. Elle qui maintenant a plus de 90 ans ne marche plus aussi bien qu'autrefois et s'en plaint continuellement comme elle s'est toujours plainte de tout dans sa vie durant. Je l'accompagne donc. Comme pour tout enterrement juif, nous n'allons pas à la synagogue mais directement au cimetière. La cérémonie est très sobre dans le resserrement de la tristesse. Il y a dans cette gravité une possibilité de vérité, comme si chacun, dans une telle situation, arrêtait de se cacher sous le masque social. Des gens se reconnaissent qui ne s'étaient pas vus depuis si longtemps. D'autres se demandent, non sans en être gênés, qui ils sont. Moi, je me sens d'autant plus mal à l'aise que je ne connais personne. Nous sommes réunis pour ensemble passer du temps où Maurice Resnick était vivant au temps où il ne l'est plus. Le fils raconte la vie de son père. Il dit qui il fut, debout, face à tous, devant le cercueil. Né en 1907, Maurice Resnick est né en Pologne dans une famille très pauvre. Il va à l'école religieuse juive, puis à 13 ans, étant l'aîné de la famille, il est envoyé à Varsovie en apprentissage comme tailleur. Militant communiste, au risque de sa vie, il accroche des drapeaux rouges. Il part ensuite en France et se marie. Puis vient la guerre, il s'engage dans la Légion étrangère pour lutter contre le nazisme. Puis à l'armistice, il part avec son épouse et se mettre à l'abri. En 1943, dénoncé, il est envoyé à Drancy. Il réussit à envoyer un message à sa femme, lui demandant de se cacher, de faire attention à elle, de ne pas s'en faire. Où qu'ils l'enverront, il reviendra. À l'arrivée, à la porte du cimetière, la fille de Maurice Resnick m'avait dit « avec la mort de mon père, on se rend compte de la disparition de toute une génération. C'est le siècle qui finit. » Mais dans ma bêtise, je m'étais alors dit « le chagrin l'aveugle, son père n'est pas le siècle. » Mais là, d'un coup, là, je comprends et j'ai honte. Avec Maurice Resnick, c'est en effet tout un monde qui disparaît. Pour nous, ce qui part est notre sol et notre mémoire, ce qui pouvait nous garder. Le judaïsme qui fut celui des miens, celui de mes ancêtres, préservé de siècle en siècle, ce rapport à la Bible peint par Chagall, dont les tableaux émouvaient tant mon grand-père, qui me disait y retrouver si bien l'esprit de son enfance, s'achève. Si Maurice Resnick, comme nombre de ceux de sa génération, a quitté le judaïsme, je me rends compte qu'ils étaient le judaïsme même. Peu importe qu'ils s'y accordassent ou pas de l'importance. Alors que moi, le judaïsme, je ne le connais plus. Ce que je connais, c'est Maurice Resnick ou mon grand-père, dont l'être tout entier était le judaïsme et qui m'ont imprégné d'une manière indescriptible. J'entends la voix de mon grand-père avec son accent inimitable. Je sens son odeur, sa manière d'être, sa manière de me regarder, de parler, de penser. Alors le passage sur Maurice Resnick continue et il s'avère d'ailleurs que ce Maurice Resnick est celui dont parle Primo Levi dans Si c'est un homme, qui à Auschwitz a eu un geste d'humanité puisque alors que Primo Levi était extrêmement chétif, il a fait quand même participer à ses travaux, ce qui l'a sans doute sauvé de l'infirmerie et peut-être de la chambre à gaz. Ce livre est une sorte de cantate à deux voix, une variation, on va dire, sur deux thèmes. D'une part, c'est un recueil de souvenirs extrêmement personnels. Et d'autre part, c'est une méditation qui me paraît tout à fait actuelle sur la transmission d'un héritage à la troisième génération. Celle qui arrive, qui est bien établie maintenant dans l'âge adulte après la Shoah. Parce qu'on le sent bien, l'époque est à une crise de la transmission de la mémoire de la Shoah, à l'heure de trois phénomènes qu'il est facile de constater. Le premier est évidemment la disparition des témoins directs qui se précipitent, ceux dont Annette Dvorka me disait qu'on pensait qu'ils vivraient toujours, et malheureusement ils meurent. À l'heure de la diversification de la connaissance historique sur la Shoah, qui
est énorme, mais qui se complexifie, se ramifie sans cesse, et surtout, phénomène particulièrement actuel, à l'heure de la muséification de la mémoire. On parlait de Drancy, dans quelques jours va ouvrir le mémorial du camp de Drancy, plus de 68 ans après sa libération, qui marque, encore une fois, cette période de passage, de transition, non sans doute de la mémoire à l'oubli, comme on voudrait nous le faire croire parfois, mais plutôt de ce que l'égyptologue Yann Assmann disait, à une transition de la mémoire vive ou communicationnelle, celle des témoins, celle de ceux qui ont vu l'événement et en ont parlé à leurs enfants, à celui de la mémoire culturelle, qui est une mémoire au contraire non pas orale mais écrite, non pas vivante mais institutionnalisée, plus froide, peut-être plus solide aussi, plus durable. L'avenir le dira. Et en tout cas, nous sommes dans une autre époque de cette mémoire, et je pense que ce livre en marque en quelque sorte le moment. Et comment donc s'approprier, quand on est un jeune homme ou une jeune femme avec d'autres engagements, de nouveau ce temps de la mémoire? C'est donc pour réfléchir à tout cela que nos invités sont là avec nous. Alors avant d'entamer un débat entre eux et un débat avec vous, je vous propose de les entendre. Tout d'abord, Fabrice Midal, vous avez la parole. Merci. En général, j'aime pas trop lire un texte, c'est le moins vivant, mais je pensais que dans cette situation, cela s'imposait. Quand j'étais adolescent, puis jeune homme, j'ai eu la chance de pouvoir passer beaucoup de temps avec mes deux grands-mères. Certes, en un sens, je n'ai jamais réussi à avoir une conversation réelle avec elles. Mais j'étais mis en rapport à un lien plus profond que toute parole, plus profond que tout ce que je pouvais alors penser et concevoir. Notre existence ne se limite en effet nullement à ce que nous éprouvons, à ce que nous pensons, à ce que nous avons vécu, mais contient d'autres strates. Je le pressentais et je prenais souvent des notes de ces rencontres avec mes grands-mères, et ce fut le début de cet ouvrage, Auschwitz, l'impossible regard. Et comme je l'écris à l'entrée du livre, j'ai rédigé une première version de ce livre entre ma 27e et ma 32e année. Il m'a fallu ensuite un peu plus de 12 ans pour réussir à mettre en ordre ce récit, c'est-à-dire à l'écrire, mais surtout à penser l'effroi où il s'avance. Pour nombre de gens, écrire sur Auschwitz est aujourd'hui incongru. On en aurait assez parlé. J'ai même reçu, la semaine dernière, à peine le livre publié, un message très violent sur cette idée. Il faudrait cesser de remuer le couteau dans la plaie. Et cette question est au cœur du livre. Pourquoi faudrait-il tourner notre regard en direction d'Auschwitz ? Et j'ai écrit ce livre parce que je crois qu'à cette question, il n'a pas été assez fait droit. La première chose est que justement tenter de regarder en direction d'Auschwitz demande un très singulier mouvement du regard, car nous regardons alors ce qui ne peut justement pas se regarder. Nous n'y arrivons pas et nous ne le pourrons pas. Et je crois que l'une des graves difficultés à laquelle nous faisons face, tous, ce qui nous étreint sans même que nous en soyons vraiment conscients, est d'avoir prétendu qu'on le pouvait. C'est à mon sens un des mensonges sur lequel notre monde est bâti. Faire comme si nous pouvions dépasser Auschwitz. Or, nous ne le pouvons pas. Nous en sommes hantés. Auschwitz nous hante. Il met à mal le discours même sur lequel s'est construit l'Occident. L'idée d'un progrès de l'humanité, l'idée que le socle de l'Occident est solide. Alors nous faisons comme si de rien n'était. La chose nous semble bien trop énorme. Or, en effet, oui, elle l'est. Ces derniers mois, quand j'ai été conduit à évoquer l'écriture de ce livre, et surtout ces derniers jours, j'ai senti parfois comme un autre très subtil malaise que je voudrais à présent évoquer. Nombre de gens sentent bien confusément en quoi cela les concerne. Mais parce que, par exemple, ils ne sont pas juifs, parce qu'ils n'ont pas connu quelqu'un qui en fut la victime,
ils ont l'impression qu'ils n'ont pas pleinement le droit d'être ainsi tourmentés par Auschwitz. Mais c'est une conclusion particulièrement malheureuse. D'une façon très décisive, après la Shoah, tout être humain est d'une façon très profonde juif. Sans vouloir entrer dans toutes les résonances de cette remarque, simplement le fait qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité, que j'essaye de méditer un peu dans ce livre, fait que nous sommes tous concernés. Pour le dire autrement, tout être humain, en rapport à notre temps, tout être humain, en rapport à son humanité, est confronté personnellement à Auschwitz. Auschwitz nous concerne tous, or nous manquons tout à fait ce dont il est ici question. Auschwitz nous concerne tous quand nous affirmons « il faut en parler pour que cela ne se reproduise plus ». Telle serait l'importance du devoir de mémoire. Il faudrait garder mémoire pour que cela ne se reproduise plus. Or, ce livre veut montrer combien une telle affirmation escamote, évite et renonce à l'essentiel. J'ai écrit ce livre parce que je sentais que ce discours, parce qu'il ne dit pas assez la vérité, l'empêchait. La chose n'est pas seulement factuelle. Bien sûr, rappeler la Shoah, l'enseigner dans les écoles, faire que chacun sache ce qui s'est passé n'empêchera aucun crime, et la seconde partie du XXe siècle en témoigne. Mais ce n'est pas du tout là l'important de ce qui est ici à penser. Ce qui me semble décisif, c'est qu'il faut, pour garder quelque chose de notre humanité même, cesser de penser dans le cadre de l'utilité. C'est précisément là la catastrophe de notre monde, vouloir que tout soit utile. Et de façon abyssale, Auschwitz nous parle de cela. Auschwitz nous parle de la manière dont le règne de l'utilité qui se prétend rationnel et efficace débouche sur le pire. C'est pour cette raison que j'insiste tant dans ce livre sur le sens de la parole poétique, car elle est peut-être la dernière parole qui refuse de se plier à cette injonction. Elle est une parole qui ne vise à aucun effet, à aucune utilité, à aucune efficace. Nous ne pouvons pas supporter Auschwitz. C'est tout simplement insupportable et insoutenable. Nous avons passé notre temps à faire comme si de rien n'était, à essayer de le soutenir par un ensemble de discours, aussi bien comme je viens de l'évoquer en soulignant que cela nous préserverait du pire, mais aussi en voulant en donner des explications. Or, toute explication est non seulement trop courte, mais surtout, elle nous égare. Car sur l'essentiel, il faut apprendre à penser sans explication. Non pas expliquer Auschwitz, mais apprendre à en prendre la mesure, ce qui est une toute autre démarche. Non pas expliquer Auschwitz, mais apprendre à en prendre la mesure. Voilà qui me semble la seule façon de se libérer décisivement de la dictature de l'utilité. Il ne faut donc pas parler d'Auschwitz parce que ça servirait à quelque chose. Il faut garder mémoire d'Auschwitz parce que c'est la manière de rester humain. Mon livre est le parcours qu'un homme tente de faire pour se départir d'un ensemble de non-vérités qui, à un moment, l'ont rendu presque fou de douleur. Dans certains cas, ne pas dire la vérité, se contenter de formules vagues, passe-partout, est insoutenable. Comme je l'écris dans mon livre, j'ai compris un jour que ma vie, son innocence, sa beauté, et ce qui l'appauvrit, la consume, sa misère, n'était pas le fruit de mes seules décisions ou de mon éducation. En fait, aucune analyse psychologique ne peut rendre compte de la trame secrète et longtemps inconnue de moi-même qui me constitue pourtant de façon décisive. Auschwitz vient à nous et suscite une souffrance que nous aurons un jour à entendre, et ce malgré le fait qu'aucune de nos catégories habituelles, aussi bien religieuses, psychologiques que philosophiques, n'est en mesure de le faire. Je crois que la souffrance de tant de gens, cette souffrance qui signe si profondément notre temps, choquant tous les pronostics qui pariaient qu'avec l'augmentation du niveau de vie, l'humanité allait enfin s'apaiser, trouve ici un sens. J'ai écrit ce livre pour aller à la rencontre de cette souffrance et faire un peu mieux l'épreuve, éprouver l'élément de catastrophe qui est la nôtre, et dont Auschwitz est comme le signe. Mais mon livre est polyphonique en ce qu'il ne défend aucune thèse. Il n'a pas de projet à démontrer, et c'est pourquoi j'y vais ainsi, en me mettant pas à pas dans ce livre à nu. Il me semble néanmoins, rétrospectivement, qu'un des axes de ce livre, qui s'est peu à peu imposé et qui me frappe quand je le relis à présent, est de faire apparaître que nous avons un immense travail qui nous attend.
et qui est exactement en rapport avec ce que vous soulignez dans la tâche qui nous attend d'un nouveau rapport à la transmission. Il nous faut penser enfin plus amplement ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, et plus particulièrement dans l'histoire de l'Europe des temps nouveaux, pour que nous arrivions à la mise en œuvre de cette fabrication industrielle de cadavres, d'une manière jamais envisagée dans toute l'histoire de l'humanité. Comme l'écrit dans son profond livre « Auschwitz 60 ans après », Annette Diewiórka, revenant sur les 4 grandes chambres à gaz crématoires d'Auschwitz et désignée comme crématorienne, excuse-moi, je ne parle pas allemand, cette appellation, reprise par certains ouvrages historiques tels celui de Pressac en 1993, notamment, occulte la profonde singularité de ces installations. Elles sont intégrées. Comme dans le travail à la chaîne, une série d'opérations conduit un être vivant à devenir un tas de cendres. Qui est une phrase très abyssale, très saisissante et, et qui appelle à être vraiment longuement méditée. Car penser ce phénomène est très très difficile. Ce qui nous attend est un travail d'un tout autre genre que tout ce que nous connaissons. Ni un travail historique au sens de l'établissement et de la description des événements, ni un travail philosophique au sens d'une réflexion, par exemple, sur la question du mal, mais entrer dans le séisme qu'ouvre Auschwitz dans l'histoire de l'humanité, en comprendre le mouvement, en comprendre comment ce séisme nous marque encore. Ne pas se contenter d'en faire un simple accident de l'histoire, fût-il le plus effrayant. J'ai su depuis longtemps que j'avais à écrire ce livre. Il me fallait le faire pour avoir le droit de continuer le reste de mon travail, pour avoir le droit même de continuer. Je sentais que c'était mon devoir. J'ai dû travailler toutes ces années très intensément pour réussir à penser ce qui me semblait devoir l'être et que je n'arrivais pas. Et ce fut, je dois le dire, une lourde épreuve. Un travail tout autant sur moi, un travail tout aussi personnel, qu'un travail sur ce qui est. Et tout cela dans un même mouvement. Je n'aurais pas pu l'accomplir sans les longues discussions que j'ai eues avec François Fédier, qui m'ont aidé à assumer le fait singulier que nous ne vivons pas dans le temps qui serait comme un chapitre situé après Auschwitz. Nous vivons aujourd'hui dans l'onde de choc d'Auschwitz. Mais comment réussir à le regarder ? Nous ne le voulons pas, et cela s'explique au premier chef par le fait que nous ne pouvons pas le regarder. Comment regarder l'impossible et comment faire autrement ? Le thème que j'avais choisi de donner à cette soirée, peut-on guérir d'Auschwitz et doit-on guérir d'Auschwitz, trouve ici sa raison. Nous ne pourrons jamais guérir d'Auschwitz. Nous devons accepter d'entrer dans une douleur que plus rien ne viendra lever. Rien ne viendra plus jamais nous consoler. Plus aucun Messie ne viendra. Il n'y aura plus de lendemain qui chante. Il n'y aura pas de renaissance. Mais, et c'est tout le paradoxe, celui qui est prêt à accepter cette épreuve, ou plus exactement, qui est prêt à entrer dans la douleur, sans avoir pour cela aucun dessein, peut trouver une forme de paix. Une paix qui accepte la douleur, une paix qui sait l'insoutenable. Notre temps veut des consolations faciles pour ne pas voir la catastrophe, faire semblant que nous sommes quittes de la douleur. C'est une attitude qui, loin de nous apporter la paix escomptée, nous ravage. Il doit y avoir maintenant 2 ans, en reprenant comme chaque année cet ouvrage, d'un seul coup, j'ai vu ce qu'il fallait faire, j'ai vu comment l'écrire. Chaque année, je le reprenais pour quelques jours ou quelques semaines, pour le reposer, trouvant qu'il ne sonnait pas juste. Et ce jour-là, j'ai vu ce qu'il fallait retirer, enlever, pour le laisser respirer, et qu'il trouve ainsi un souffle juste. Si mon livre a une vertu, je crois que c'est d'avoir atteint un certain silence. En tout cas, la difficulté que j'ai eue à écrire ce livre ne tient pas tant à dire ce qui importe, mais à trouver le silence qui permet qu'un dire soit possible. Et peut-être ça a été le plus dur dans toutes ces années. Comment trouver le silence ? Un silence qui soit en rapport à la souffrance qu'il faut soutenir pour qu'une parole réelle soit possible. Je parle dans mon livre du douloureux silence qui a entouré mon enfance, où l'on ne parlait jamais de la Shoah, et comment j'ai pu trouver une possibilité de vivre en trouvant enfin une parole vraie. Mais en un sens encore plus éminent, cette parole n'a à son tour trouvé sa place qu'à la mesure du silence que j'ai réussi à gagner. Mais ce n'est plus alors
le même silence. Ce n'est pas ce silence qui tait quelque chose, qui préfère reculer devant la difficulté, mais un tout autre silence qui garde, qui sait où il faut dire et où cela n'est pas nécessaire, un silence qui ne recule pas devant la douleur, mais y entre. Lorsque j'ai achevé la première version de ce livre, je me demandais si ça tenait. Et j'ai demandé à mon ami Adrien France-Lanor s'il accepterait que je le lui lise. Et je le lui ai lu. Cette nuit-là, je m'en souviens avec beaucoup d'émotion. Adrien a su ouvrir un silence qui puisse garder la douleur et la clarté sauve. Et c'est en son silence que j'ai su que j'avais atteint un sol et que mon livre avait trouvé demeure. À ma propre surprise, depuis que le livre est paru, qu'il est public en un sens, je me sens malheureux. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas car lorsque j'ai fini de l'écrire, j'ai été soulagé. Quand je l'ai donné à mon éditeur, Jean-Luc Géribonne, qui a été le meilleur éditeur que l'on puisse imaginer, j'ai été soulagé. Quand j'ai relu les épreuves, j'ai même senti une certaine sérénité. J'avais le sentiment, comme je l'ai dit, d'avoir fait mon devoir. Mais depuis qu'il est là, comme livre, devant vous, je suis parfois mal à l'aise. Je fais l'épreuve du manque de silence. Je fais l'épreuve qu'il est désormais hors de tout abri. Ce fut une chose que de l'écrire, de le porter à son achèvement, c'en est une autre de le voir livré ainsi. Mais ce qui me donne confiance ce soir, c'est que je sais que vous, Nicolas Veil et Annette Viviorca, allez le recevoir dans le silence qui convient. Et je me sens un peu rassuré, comme je le suis quand je vois tous ces visages avenants et tant d'amis dans la salle. Et je voudrais tous vous remercier d'être venus pour essayer qu'il y ait quelque chose de ce silence bienveillant qui fait que le risque de cette parole puisse être fait. Et je voulais vraiment vous remercier tous les deux d'avoir accepté de venir. Et je vous donne la parole. Merci. Merci. Effectivement, le silence est un élément important de la réflexion sur la Shoah et aussi briser le silence. Y a-t-il eu silence récemment, en ce moment même, paraît un ouvrage qui s'appelle Le mythe du grand silence, qui conteste, comme l'a fait en son temps et bien avant Annette Vivorca, l'idée qu'il n'y ait jamais eu vraiment de silence sur ce que vous appelez Auschwitz, sur ce qu'on peut appeler la Shoah. Ces termes d'ailleurs ne sont... le choix de ces termes n'est pas arbitraire et sans doute on y reviendra. Alors je donne la parole à notre discutante, si j'ose dire, Annette Vivorca, pour qu'elle réagisse à la fois au livre et aux propos que vient de tenir Fabrice Midal. Bon, c'est extrêmement difficile de réagir parce que je dis qu'il est extrêmement difficile de réagir parce qu'en réalité, il n'y a pas à réagir. Il n'y a pas à réagir parce que vous avez écrit ce livre qui provient d'un mouvement intérieur à vous-même, dans lequel je retrouve beaucoup de ce qui a été mon propre mouvement. Beaucoup d'éléments dans l'extrait qu'a lu Nicolas tout à l'heure, ce sentiment que nous avons qu'un monde est en train de disparaître parce que nous enterrons très souvent, ce sera de moins en moins souvent, les derniers représentants, non pas des survivants de la Shoah, mais les derniers représentants de ceux qui ont connu ce monde yiddish, de ceux qui avaient un accent, de ceux qui nous reliaient à ce judaïsme, comme vous le dites très bien, judaïsme dont ils s'étaient séparés, mais dont ils avaient pu se séparer parce qu'ils en étaient porteurs. Les générations d'après ne se séparent de rien. C'est plutôt quelque chose qui donne le sentiment de s'effilocher. Alors, comment faire pour parler sans parler comme vous, puisque c'est votre voix sur cette question-là, et sans faire un débat qui soit technique ou théorique. Alors je dirais d'abord que
quelque chose me frappe. Nicolas l'a dit tout à l'heure, c'est la façon dont votre génération, que les personnes de votre génération, c'est-à-dire en gros les quadras, comme on dit, c'est-à-dire d'hommes ou d'hommes jeunes ou de femmes jeunes, se trouvent concernés par cette histoire et écrivent sur cette histoire. Soit que cette histoire soit inscrite dans leur histoire personnelle, soit qu'elle ne le soit pas du tout. Je pense notamment au dernier livre de Colomb Schneck, que je n'ai pas lu, mais que je lirai. Je pense au livre d'Yvon Jablonka, Histoire des grands-parents, que je n'ai pas eu, qui lui part d'une situation générationnelle qui est différente de la vôtre, puisque finalement, lui n'a pas connu ses grands-parents qui sont morts en déportation, alors que son père était un enfant. Et chacun retrouve par les voix qui sont les leurs, Colomb Schneck, la voix du récit, vous, ces deux voix que Nicolas a indiquées, qui est à la fois une voix que j'appellerais, je ne vais pas être triviale, parce que votre texte était très beau, donc on a peur de parler de façon un peu vulgaire, mais quelque chose qui tient quand même à l'autobiographie. Il y a des éléments autobiographiques et la voie de la méditation. Alors sur le contenu de la méditation, je suis en profond accord avec vous. Évoquer Auschwitz, que ce soit par la littérature, la peinture, vous parlez beaucoup de la peinture, que ce soit par l'histoire, ne sert à rien dans la mesure où on ne voit pas quelle utilité a ce travail sur ou avec Auschwitz. Je suis en plein accord avec vous sur cela. Je suis aussi en plein accord avec vous quand vous parlez de l'agacement que produit le fait de parler d'Auschwitz de quelque façon que ce soit. J'avais commencé Auschwitz 60 ans après par un mot, par un adverbe, encore. Et j'avais remarqué, parce que je suis historienne, que dès 1946, on disait encore. C'est-à-dire que ce sentiment qu'on en parlait trop, ce sentiment d'être saturé, ce sentiment que l'on savait tout et qu'il fallait évacuer Auschwitz, c'est un sentiment qui a eu lieu pratiquement au moment même où les survivants revenaient. Que l'on en parle souvent mal et qu'en parler, c'est en même temps l'éviter, oui. J'avais remarqué que dans le canon littéraire, j'appelle canon littéraire les ouvrages qui sont constamment repris et cités. Les ouvrages qui sont par exemple étudiés dans les classes littéraires et qui sont d'ailleurs de grands livres, le canon littéraire mettait pour la France Primo Levi, Robert Antelme, David Rousset, mais qu'on n'arrivait jamais à faire rentrer dans les canons, ni même à faire lire les ouvrages qui avaient été écrits au cœur de la catastrophe. Par exemple, les textes qui sont vertigineux de ce qu'on a parfois appelé les rouleaux d'Auschwitz, c'est-à-dire ceux qui ont été écrits, je pense à Zalman Gradowski, ceux qui ont été écrits par les membres des Sonderkommando et qui ont été enterrés. Et ce vertige, il est ressenti dès la Shoah, après la Shoah. Je pense à l'ouvrage qui vient d'être traduit seulement du yiddish par Rachel Hertel,
de Lev Rochman, qui est un livre à la limite de ce qu'un lecteur peut supporter. Alors ça serait peut-être mon désaccord avec vous, qui n'en est pas un, c'est que ce que vous découvrez, parce que chacun d'entre nous découvre ces choses-là au moment où il peut les découvrir, au moment où il est en capacité de les penser ou de les méditer, beaucoup d'autres que vous ont eu cette démarche. Et dans un sens, votre livre s'inscrit dans une sorte de chœur polyphonique où chacun, à sa façon, a tenté de se confronter avec ce que vous appelez Auschwitz par métonymie, en prenant le lieu pour le tout qui est la Shoah ou le génocide des Juifs. Oui, et je voudrais compléter d'ailleurs le propos d'Annette en disant qu'il y a derrière le silence que vous revendiquez peut-être un sentiment, évidemment non pas de culpabilité, mais d'illégitimité qui est le problème. Est-ce que ce n'est pas ce sentiment d'illégitimité qui est le sentiment nouveau qui accompagne l'appropriation, au fond, assez étonnante par une troisième génération que Anne Dvorka a baptisée génération des cadras de cette mémoire d'Auschwitz. C'est sûr que avec ma génération, peut-être se posent d'autres questions, parce qu'on peut prendre appui sur le travail qui a été fait préalablement. À un moment, je dis dans le livre, peut-être que c'était inévitable qu'il y ait le temps des témoins, puis le temps des historiens. Mais un des enjeux du livre, disons, c'est comment il y a quelque chose à penser de ce séisme-là. C'est comment Auschwitz nous concerne tous d'une manière. C'est le défi. Ça nous concerne d'autant plus que ça n'est pas visible. Et ça nous concerne d'autant plus, et on doit d'autant plus le penser, que la pensée qu'on aura n'est une pensée qui n'a aucune utilité. Et c'est ça le paradoxe, qui est un paradoxe extrêmement difficile à cerner, mais qu'est la tâche qui est la nôtre. Il nous faut regarder l'irregardable, il nous faut entrer dans la douleur, et c'est la seule consolation possible. Toute autre consolation est fausse. Donc voilà un peu disons ce que et comment réussir à penser, puisque ce qu'il faudrait réussir à faire, nous n'avons aucune catégorie pour le faire jusqu'à présent, puisque au fond avec Auschwitz, les catégories qu'on avait avant s'effondrent. Alors comment on fait? Comment on réussit à penser qu'est-ce qu'un être humain après Auschwitz? Comment penser qu'est-ce que serait la possibilité de la paix après Auschwitz? Qu'est-ce que pourrait être l'expérience de la bonté après Auschwitz? Qu'est-ce que ça pourrait être? Voilà disons, les questions qui hantent qui m'ont hanté et qui fait que j'ai essayé d'écrire ce livre. Comment prendre à la fois la mesure de ce séisme et le paradoxe, c'est ça, c'est un séisme, mais c'est pas en le décrivant qu'on le voit. Comment on le voit? Comment on voit? C'est pas parce que vous allez regarder ou lire des témoignages que vous allez voir. C'est une des très grandes difficultés où nous sommes confrontés. On pourrait dire, dans un tout autre ordre, une réflexion pourrait être menée sur Hiroshima. On pourrait essayer de montrer aussi comment Hiroshima met d'une autre manière à mal tous les cadres de pensée que nous avons, mais d'une toute autre manière. Mais voilà par exemple, une des réflexions au cœur du livre, c'est la responsabilité change complètement de sens, puisqu'au fond, Auschwitz, dans ce que j'ai essayé de dire dans les quelques mots de mon introduction, de cette fabrication industrielle de cadavres, fait que d'une certaine manière,
La plupart n'ont rien fait. La culpabilité est comme diluée. Le sens de la culpabilité change très décisivement. C'est plus, je parle beaucoup du texte d'Hannah Arendt sur la banalité du mal et du renversement que ça induit. Voilà, voilà des tas d'angles et des tas de, voilà, nombre de questionnements qui sont juste saisissantes. Comment la réflexion, même la plus pointue philosophiquement, n'est pas détachée de l'expérience humaine. Et aujourd'hui, on vit dans une dichotomie. On a l'impression que soit on parle de son vécu, soit on parle philosophiquement. Et je voulais montrer que pas du tout, qu'il y a une pensée philosophique qui s'ancre dans le plus intense de l'expérience humaine et qui même ouvre à une certaine forme de guérison. Et au fond, on pourrait dire, mon livre est comment la dimension à la fois, entre guillemets, spirituelle et philosophique, spirituelle dans l'endurance à la douleur sans consolation, mais avec une certaine tenue, c'est-à-dire sans découragement, et une certaine réflexion philosophique, mais peut-être, c'est même plus le mot philosophique, parce que c'est d'un autre ordre, peut-être un autre rapport à la philosophie, qui serait absolument plus conceptuel et instrumental, peut ouvrir comme à une certaine guérison. Et c'était donc, à un moment, je me suis dit, si je ne prends pas, si je ne montre pas au lecteur par où ces questions-là ne sont pas des questions qu'on se pose comme ça, mais des questions urgentes. C'est-à-dire, penser le séisme d'Auschwitz, je l'ai fait, j'essaie de montrer dans le livre, parce que sans ça, je n'aurais pas pu continuer à vivre. Et c'est ça que je voulais essayer de montrer. C'est pas... et je pense très profondément que c'est pas du tout... Et c'est la seule chose qui me gêne dans le livre, c'est pas du tout parce que je suis juif. Je pense que ça joue, mais je pense que tout être humain sent ça. Alors, et ça prend des visages différents, mais je pense que tout être humain ne peut pas ne pas voir ça. Donc, juste le fait que j'ai eu cette expérience-là, peut-être me donnait le devoir et la possibilité de pouvoir dire que oui, nous avons raison de poser ces questions-là. Nous avons raison de penser qu'il faut tenir il faut tenir à la fois la catastrophe et une forme, je ne sais pas comment l'appeler, entre guillemets, de sérénité. Et c'est ça, au fond, l'enjeu très existentiel du livre. Comment et notre temps n'arrive pas. Notre temps, c'est soit le côté le renoncement désespéré, soit la naïveté sentimentale ou une consolation spirituelle que je dénonce beaucoup dans le livre. Mais pour relayer la question d'Annette, Auschwitz est aussi une catégorie et le choix du terme n'est pas un hasard. Par exemple, on peut le nommer Shoah, on peut le nommer génocide, on peut nommer Horben comme dans la tradition yiddish, c'est-à-dire destruction. Vous avez choisi Auschwitz, c'est-à-dire le symbole même, comme vous dites, de la rationalité occidentale, le symbole de la mort industrielle, usine de production de cadavres. Je crois que c'est un terme emprunté par Heidegger. C'est lui qui parle de ça dans les rares fois où il se réfère, ou la seule fois d'ailleurs où il se réfère à Auschwitz précisément. Or aujourd'hui, si je n'interprète pas correctement ta question, tu me corrigeras, mais aujourd'hui, il me semble que la connaissance de la Shoah, c'est, comme je l'ai dit en introduction, c'est un peu diversifié, c'est-à-dire qu'elle n'est plus seulement le massacre industriel, mais aussi la Shoah par balle, le pogrom. Vous dites que la Shoah n'est pas un grand pogrom, mais il l'a été dans certaines régions, comme en Roumanie. Il a été aussi la famine, aussi bien à Drancy que dans les camps de Transnistrie. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu suggérer en choisissant cette expression utilisée par Adorno pour désigner la catastrophe? Enfin, je sais qu'il y a un lien, bien sûr, avec la poésie. Pourquoi le choix de ce terme de préférence aux autres? C'est juste que...
Le génocide, on voit tout de suite que ça ne va pas. Alors il restait le mot Shoah, mais Shoah, au fond, c'est le mot de Lanzmann. Et je ne trouvais pas que ça... Je ne trouvais pas non plus que ça disait le tout. Ça dit le regard de Lanzmann que je comprends, que je respecte. Donc c'est juste... je ne pense pas que ce soit pour escamoter la difficulté, mais disons pour escamoter le fait qu'il y ait plein d'autres aspects. Mais je crois que c'était exactement ce que vous avez dit. On voit tout de suite avec Auschwitz, et je trouvais que justement, ça avait un certain retrait. Ça ne nommait pas le phénomène, parce qu'au fond, c'est pas l'enjeu de mon travail de nommer le phénomène. Ça, c'est peut-être un travail d'historien. Donc, au fond, c'était le plus grand retrait que je pouvais avoir pour essayer de dire que j'allais partir du phénomène sans chercher. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Mon livre, et puis je n'ai pas le. Au fond, c'est aussi la limite de mon travail. Je ne suis pas du tout historien. Je crois que c'est déjà beaucoup plus un travail d'historien que d'essayer d'arriver à voir l'unité de tous ces visages et de pouvoir le nommer. L'idée était que, après le temps des témoins, de la mémoire, viendrait tout naturellement celui des historiens dans une sorte de processus réglé à l'avance. Et puis, finalement, c'est le contraire qui apparaît. Ce ne sont plus les historiens qui tiennent le devant de la scène, si j'ose dire, sauf aujourd'hui peut-être, mais c'est la littérature, et la littérature faite par des gens, pas forcément juifs, pas forcément liés à cette histoire, pas forcément dans les formes qui étaient celles que vous avez évoquées à propos des rouleaux d'Auschwitz, mais par le roman, par le récit, par le souvenir, la méditation. Qu'est-ce que vous pensez de cette surprise ? Alors, d'abord, moi, est-ce que la littérature va porter la mémoire et non l'histoire ? Je ne suis pas entièrement d'accord avec ces temps bien réglés. Parce que le temps de l'histoire a été aussi très vite le temps de la littérature. Je pense à des écrivains comme Anna Langfuss, comme André Schwarzbart, Elie Wiesel et puis bien d'autres, et que pendant les événements eux-mêmes, certains ont souhaité donner à leur ouvrage une forme qui était littéraire. Donc il y a eu de la littérature. Bon, prenons Katzenelson, Chant du peuple juif assassiné, qui est un long poème écrit par quelqu'un qui n'a pas survécu. Donc on a toujours eu ce mélange du temps des témoins, du temps de la littérature et du temps de l'histoire. Parce que l'entreprise de mon collègue, j'ai envie de parler comme ça, Immanuel Ringelblum, dans le ghetto de Varsovie, qui est vraiment une tentative, réussie d'ailleurs, à la fois de constitution d'archives et de ce qu'on appellerait aujourd'hui d'histoire immédiate, est quand même quelque chose de sidérant. Donc pour moi, les temps ont toujours été mêlés. On connaît bien, grâce à ce prodigieux livre de Kassoff, qui écrira d'autres histoires, ce qu'a été l'aventure de l'équipe d'Emmanuel Ringelblum. Pourtant, il y a quand même quelque chose de nouveau. Donc, la chose nouvelle, c'est que, d'abord, la présence qui demeure de cette histoire, enfin et qui travaille au sens propre du terme des personnes de plus en plus éloignées du séisme lui-même. Je reprends votre expression d'onde de choc. Donc, normalement, quand on s'éloigne de l'onde de choc, le tremblement de terre est plus faible. Donc là, on a l'impression que rien n'affaiblit. Nicolas Veil l'a dit au tout début, institutionnalisation. On a inauguré le mémorial du camp d'Émilie hier. On inaugure celui de Drancy le 21. Donc, et ça prend effectivement d'autres formes et ça prend une interrogation. Mais je ne crois pas non plus que l'interrogation soit en termes totalement nouveaux. Quand vous parliez de la bonté, m'est revenu
je fais de l'association un peu freudienne, hein, qui n'a rien à voir, mais m'est revenue l'œuvre de Vassili Grossman et dans Vie et Destin, le personnage de Tikhonov. Donc Vie et Destin, c'est un formidable roman, probablement des plus grands romans de notre siècle, qui parle tout à la fois des camps soviétiques et d'Auschwitz, disons, pour reprendre votre terme. Et chez Grossman, qui a été communiste, qui a même rédigé, signé la pétition contre les médecins juifs, sa méditation, c'est qu'est-ce qu'il reste de ces grands systèmes, communisme ou nazisme, comment l'homme peut se tirer lui-même comme être humain, sinon par la bonté. Donc ça rejoint un peu votre réflexion. Et je crois que dans cette interrogation, il y a aussi quelque chose de notre époque. Alors je ne saurais pas dire c'est le nom d'Auschwitz ou pas, mais on est quand même dans une époque où on n'a plus de grille de lecture du monde. On est perdu. On n'a personne qui est là pour nous permettre d'avoir un système qui nous permettrait de comprendre. Et peut-être que c'est ce sentiment de très grande insécurité, d'un monde où tout ce qu'on fait s'efface immédiatement. Je ne voudrais pas vous décourager, mais vous publiez un livre. Dans le temps, un livre qui était publié, il restait en librairie un temps raisonnable. Aujourd'hui, on sait que la durée de vie d'un livre dans lequel nous mettons tellement de nous-mêmes et tellement de travail, c'est 3 mois. Puis après, floc, c'est fini. C'est-à-dire qu'on a on a un sentiment aujourd'hui d'un monde qui échappe à notre compréhension et où ce que l'on fait est très rapidement vain. Et je me demande si c'est pas cela qui fait aussi regarder le passé à une époque où, pendant cette guerre, quand on était juif dans le ghetto de Varsovie ou ailleurs, tout ce qu'on faisait était vain. Je pense que vous avez dit quelque chose de très très important. On a pensé que l'onde de choc concernerait ceux qui étaient proches et au fur et à mesure, ça allait s'éloigner. Et on se rend compte que non. On se rend compte que des gens aujourd'hui, même des gens jeunes, qui n'ont aucun rapport avec la Shoah, sont marqués par cette onde de choc. Donc, je crois que ça nous impose de se dire qu'on s'est trompé sur ce qu'est cette onde de choc. Cette onde de choc n'est pas une onde de choc qui a à voir avec la biographie de gens qui ont été marqués par la Shoah. Cette onde de choc touche de manière absolument décisive l'humanité entière. Et alors après ce que vous avez dit sur le fait que nous vivons dans un monde de profonde insécurité dans lequel on ne comprend pas, je crois que ça c'est aussi très important et que c'est pas du tout sans rapport avec la question d'Auschwitz. Auschwitz montre ce qu'est notre monde, la perte de tout sens, la perte de toute compréhension possible. Et comme nous ne regardons pas, à mon sens, vraiment ce qu'il en est d'Auschwitz, eh ben nous vivons dans cette insécurité sans la comprendre. Et je crois qu'il y a quand même un chemin qui pourrait être un jour fait, dont j'ai absolument conscience que mon livre ne fait que essayer d'appeler, de le montrer, mais il y a comme un travail qui serait à faire. Mais au fond, qu'est-ce qui s'est joué de cet effondrement de l'Occident, de cet effondrement de tout ce qui devait donner du sens, de cet effondrement de tout ce qui devait nous donner une sécurité. Et voilà, au fond, moi, pourquoi j'écris ce livre et pourquoi je reviens à Auschwitz, c'est pour essayer, parce que plus je rentre en rapport à ce qui s'est passé, plus je commence à voir un peu mieux ce qui fait que nous vivons ce temps que j'appelle ce temps qui n'est pas que, mais qui a un aspect de catastrophe. Il n'y a pas un être humain, disons, peut-être je vais un peu loin, mais je ne crois pas qu'il y ait un être humain aujourd'hui qui ne soit pas marqué par la catastrophe, qu'il le sache ou pas. Mais il est marqué par la catastrophe, et peut-être que la souffrance de nombreuses personnes, peut-être la souffrance de chacun d'entre nous, nous ne la comprenons pas parce que nous ne la comprenons qu'avec des outils
qui ne permettent pas de la comprendre, que notre souffrance n'est pas uniquement liée aux problèmes psychologiques, aux problèmes sociaux. Peut-être que nous sommes marqués par cette catastrophe qui, c'est très étrange, une catastrophe qui colore notre temps aujourd'hui. Alors ce n'est pas un événement historique. Comment on peut dire ça? Parce que quand on dit un événement historique, c'est que c'est passé, et c'est pas passé. Quelque chose, et ça vous l'avez très bien dit, quand vous dites que cette onde de choc continue, parce qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, et ça ne passe pas, donc ça n'est pas passé. Donc Auschwitz n'est pas passé. Et on n'arrive pas à... Nos manières de le penser nous empêchent de le penser. C'est-à-dire, on se dit, oui, mais alors c'est passé, donc c'est quelque chose de l'histoire. Donc comment on va avoir un rapport historique à ça? Mais ça n'est pas passé. Donc c'est pour ça que, bien sûr, vous avez raison de souligner qu'il y a toujours eu cette question de la littérature, et puis vous avez bien fait de souligner comment on tente de tous les côtés d'essayer de mettre en présence. Parce que tout le monde sent bien, enfin tout le monde, nombre de gens sentent bien que si on entre en présence à cela, alors qu'on ne le peut pas, et pourtant il faut le faire, que c'est par là que quelque chose va s'ouvrir. Et je crois que c'est ça la singularité frappante de notre situation. Alors, dans votre livre, vous discutez beaucoup de thèses sur Auschwitz, la banalité du mal, le devoir de mémoire. Vous essayez de prolonger cette réflexion sans vous y opposer d'ailleurs forcément frontalement. Par contre, il y a quelque chose que vous ne contestez pas, ce que vous venez encore une fois de faire, c'est la spécificité, la singularité d'Auschwitz. C'est d'autant plus étonnant que vous êtes familier quand même avec les univers orientaux, où il y a eu aussi de grands massacres, et pourtant le personnage que vous choisissez de mettre en avant comme le contre-type absolu de l'expérience d'Auschwitz, c'est un Japonais, le consul du Japon en Lituanie, qui a sauvé 10 000 vies. Est-ce que c'est une clé de votre propre itinéraire? Et pourquoi ne renoncez-vous pas à cette idée de la singularité d'Auschwitz, qui d'ailleurs est aujourd'hui un peu remise en cause par certains historiens, notamment avec beaucoup de respect d'ailleurs, et non par provocation, comme l'a fait récemment l'historien américain Timothy Snyder, en montrant la continuité entre les massacres des années 30 en Russie, par la famine, et certaines techniques utilisées pendant la Shoah. C'est une très longue question, mais d'essayer de montrer pourquoi. Tout mon livre essaye de montrer, oui, qu'il y a une singularité indiscutable. Moi, je pense qu'il y a une singularité indiscutable d'Auschwitz. Et en partie le fait qu'il y a un effacement de la responsabilité. Donc je trouve que Hannah Arendt aide à penser, même si sur certains points, il ne s'agit plus ici d'accord ou de désaccord, parce que ce n'est pas du tout un enjeu comme ça, mais disons, j'essaye de travailler ce qu'elle dit, mais je crois qu'elle fait apparaître quelque chose qui me semble très décisif. Si j'ai choisi le japonais, c'est pas... Peut-être que c'était inconsciemment, peut-être à cause de mon engagement oriental, mais c'était... Ça fait un peu plus compliqué, c'est un peu d'espionnage. Enfin. Mais je trouvais... l'histoire est absolument invraisemblable, mais c'était qu'il n'avait rien à voir avec ça. On pouvait pas... Ce japonais qui au péril de sa vie, et qu'il a payé très cher, puisqu'il a perdu tout poste au Japon après, a écrit à la main des visas qui étaient la seule possibilité pour que de nombreux juifs puissent traverser le territoire soviétique, voilà. Et échapper aux armées allemandes. Et au fond, j'ai juste pris parce que c'est le plus invraisemblable. C'était le plus invraisemblable. On ne pouvait pas penser... Voilà, il n'était pas concerné par la question. Il était complètement étranger à la question de ces questions du nazisme et du judaïsme. Juste, il y a quelque chose qui l'a touché en plein cœur, dans son humanité, et il a pris un risque. Et à un moment, réfléchissant à qu'est-ce qui fait qu'un être humain agisse bien, et ça c'est toute la réflexion sur qu'est-ce que c'est l'éthique, et c'est là où j'entre en débat avec Hannah Arendt. Au fond, la grande question, c'est comment Auschwitz nous impose de penser autrement l'éthique, et je trouvais que de prendre cet exemple de quelqu'un qui est le plus éloigné permettait peut-être de voir de manière plus quintessentielle qu'est-ce que c'est un geste absolument, qu'est-ce que c'est un geste d'humanité pure. Alors je vais me tourner vers la salle pour qu'elle interroge
un ou deux de nos intervenants. Oui, je suis très étonné de votre innocence à tous. On dirait que vous ne connaissez pas l'histoire. Cher monsieur, l'antisémitisme existe depuis 3000 ans. Et il a encore été dénoncé hier par notre Premier ministre à Marseille, en disant que un des grands travaux actuels du gouvernement était de lutter contre l'antisémitisme. Alors, cet antisémitisme, il dure depuis longtemps, et je passe par tous les... parler de pogroms. Vous savez qu'en Ukraine, en 1920 et 1921, il y a eu des pogroms absolument sauvages qui ont coûté la vie à 100 000 juifs. Il n'y avait pas de nazis à l'époque. Ensuite, je ne vous parle pas de l'Inquisition en Espagne, je ne parle pas ni actuellement des menaces de l'Iran qui a un seul souci, c'est de rayer Israël de la carte. Et je ne vois pas pourquoi cette idée de combat contre l'antisémitisme vous paraît une utopie. Si nous voulons survivre... On n'a jamais parlé de ça ? Non, je dis simplement qu'il est important de considérer que ce n'est pas un nouvel élément. Si cet antisémitisme a trouvé son extraordinaire succès, entre guillemets, pendant le nazisme, c'est qu'ils avaient des moyens mécaniques et scientifiques extraordinaires que n'avaient pas les générations précédentes. Si les générations précédentes avaient eu les moyens techniques d'Hitler, il y aurait eu des génocides encore bien plus importants qu'ils n'ont été. Voilà. On va peut-être prendre la question de monsieur et on répondra de façon groupée. C'est un tout petit témoignage. Je ne suis pas juif, j'avais 8 ans en 1942. À Elie Wiesel qui me dédicaçait son dernier bouquin, il me dit « Mais vous êtes juif comment ?» Je pensais à l'antisémitisme. Je dis « Je suis juif ni de naissance, ni par mariage, je suis juif par la souffrance. » Pourquoi ? Parce que j'ai perdu mes meilleurs amis, et notamment la première jeune fille dont j'étais amoureux, elle avait 5 ans de plus que moi, qui jouait merveilleusement du piano. Je passe sur les détails de mon expérience personnelle, mais c'est simplement pour dire, je me retrouve en partie dans vos réflexions, cher monsieur Midal, et aussi dans les réflexions d'Annette, évidemment, pour dire que, pour moi personnellement, et ce que je peux donner de mieux à mes amis, et surtout à mes enfants et à mes petits-enfants maintenant, mes petits-enfants sont entre 17 et 25 ans, c'est, comment dire, le sens profond que je garde au fond de moi-même de l'actualité de l'expérience que j'ai vécue, qui est l'expérience d'Auschwitz. Oui, je l'ai vécu sans y aller. Je l'ai vécu par la perte. Merci de ce témoignage. Alors Fabrice Midal, qu'est-ce que vous pensez de la question que monsieur a posée sur l'antisémitisme, qui est quand même aussi une forme d'explication de cette catastrophe ? C'est évident, je pense que c'est absolument évident. Je pense pas... Ça donne une explication, justement. Explication, disons que enfin, on peut donner toujours des explications. Je ne suis pas sûr qu'on donne des explications. On a fait ce qu'il y a à faire, c'est tout. C'est ça que j'essaye de dire. Mais encore une fois, explication, il y a le travail disons, on pourrait dire peut-être par là, l'explication, on voudrait en expliquant, disons voilà, le léger soupçon que j'ai sur le mot explication, c'est quand on a une explication, ça y est, c'est fini, on peut passer à autre chose. Et comment on pourrait, alors que quand on dit comprendre, on voit que c'est, vous voyez, juste peut-être dans la langue, quand on dit j'essaye de comprendre, peut-être c'est pas fini. Et bien sûr, l'antisémitisme permet d'essayer d'approcher l'abîme qu'est Auschwitz. Je ne crois pas qu'on puisse dire, voilà, ça y est, maintenant j'ai une explication, c'est l'antisémitisme. Non, justement, il y a quelque chose de plus décisif et de plus abyssal. C'est ça que j'essaye juste de dire. Mais loin de moi de dire qu'il ne faut plus penser. Donc de ce point de vue-là, non, bien sûr, il y a à penser. Mais disons, le petit soupçon que j'ai, c'est d'aller trop vite. On dit voilà, donc c'est pour ça que je ne pense pas du tout que ma remarque vise ce que fait Annette, parce que justement, le travail d'Annette est un travail qui est justement très subtil
c'est pour ça que je souhaitais que vous soyez là ce soir, c'est que vous êtes un peu une historienne pour moi déjà d'un autre visage, parce que vous essayez de ne pas avoir une explication monolithique, vous essayez d'essayer de... Je crois que c'est ça la tâche, c'est une certaine humilité devant ce qui se passe. Mais voilà. Mais vous êtes quand même assez proche de l'explication de Zygmunt Bauman qui met en question non pas seulement l'antisémitisme, etc., mais toute la raison occidentale et la modernité. Donc je ne pense pas qu'on peut juste dire que c'est le fruit de l'antisémitisme, c'est aussi le fruit de l'Occident qui est détraqué. Voilà, c'est ça que je pense. Bien sûr, avant, il y a eu des choses affreuses, mais il y a quelque chose d'abyssal. Je voulais dire à Fabrice que j'aime beaucoup sa récusation du terme d'explication, parce que ça me paraît un des pivots du livre, en particulier parce qu'il prend soin de montrer que l'enfant lui-même qui demande explication à ses propres parents, c'est une béance, c'est-à-dire il ne retrouve pas d'explication. Et donc, je voulais juste, c'est par association d'idées, là vous rappeler que le grand maître de l'explication dans la psychologie des foules ou de la psychologie individuelle, donc le grand Freud, il s'est quand même posé lui-même la question, c'est-à-dire, enfin, toute sa vie, il s'est demandé, mais enfin, ce que j'appelle antisémitisme, c'est quoi? Enfin, vous savez ça. Il en parle, il en reparle, il passe une vie durant. Parce que la tautologie ne vaut pas. Freud dit, mais je ne sais pas ce que c'est l'antisémitisme. Il va finir là par trouver ce quelque chose qu'on connaît tous, qui est le fait qu'il pense que c'est lié à la jalousie, à la question de l'élection, et d'où le Moïse final, qui est quand même incroyable. C'est-à-dire, il va détacher, alors c'est là que je voulais interroger Fabrice, il va détacher la filiation du père et du fils, vous vous rappelez? C'est-à-dire, la Moïse n'est plus dans la filiation des fils, ce qui est quand même un acte inouï dans ce roman final de Freud. Et donc je voulais que, peut-être parce qu'on n'en a pas tellement parlé, que Fabrice dise un peu plus, je crois qu'il y a un mouvement à rebours dans le fait qu'il ait pris soin de mettre les éléments de l'enfant, en quelque sorte, au préalable, puisqu'il semble indiquer qu'un des grands drames, un des grands séismes qui ne finit pas, c'est que quelque chose s'est détaché dans la transmission et la filiation. Ça semble être une de ces questions. Voilà. Peut-être Annette, non Fabrice. Oui, c'est sûr que c'est un autre axe qu'on a peu abordé, mais que vous aviez souligné. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais c'est sûr que à tout cela vient la question de l'impossibilité d'une transmission, qui est la situation que j'ai essayé de penser par ailleurs, parce que ça a à voir avec la modernité dans ce qu'elle a aussi de beau, mais qui a aussi un aspect, qui a les deux visages, du désastre et de l'indemne. Il y a ces deux visages qui, à mon avis, signent la modernité. Comment on fait, puisqu'il n'y a plus de transmission, puisque quelque chose n'est plus donné, puisque oui, il y a quelque chose qui n'est plus donné. Il y a quelque chose, et je dirais, entrer dans la douleur, entrer dans l'effroi, comme j'essaie de faire dans le livre, c'est pour pouvoir retrouver la possibilité de ce que Hannah Arendt appelle un commencement. Hannah Arendt parle beaucoup comment on peut commencer à neuf. Et ça, c'est à mon avis la grande question pour nous aujourd'hui. Parce qu'il s'agit... il ne s'agit pas du tout d'être... Je n'ai aucune nostalgie de rien. Donc le livre, c'est comment faire aujourd'hui pour qu'il y ait un commencement possible. Et comment faire aujourd'hui, à partir de l'absence de transmission, pour faire qu'une parole vienne quand même. Et je crois qu'il y a une parole qui est possible si on fait l'épreuve de ça. Voilà. Si on ne fait pas semblant que c'est comme avant. Ce n'est pas comme avant. Il y a une transmission qui n'a plus lieu. Il y a quelque chose qui s'est déchiré. Mais peut-être que cela aussi présente un visage de la liberté humaine comme il n'est jamais apparu. Et qui... c'est pour ça que j'avais écrit Risquer la liberté. Il y a comme un visage de la liberté qui est abyssal. Alors évidemment, ce n'est plus la liberté au sens habituel où tout le monde va être libre. C'est une liberté
qui a à voir avec quelque chose de l'angoisse soutenue. Voilà, on pourrait dire qu'il y a quelque chose comme ça. Et au fond, le livre a aussi à voir avec comment soutenir quelque chose de l'angoisse. Et peut-être que notre monde qui refuse que nous soutenions quelque chose de l'angoisse nous rend fous. Voilà, c'est un peu ça aussi, on pourrait dire, que ce que j'ai essayé de montrer. Y a-t-il d'autres... La question de l'utilité en termes de compréhension ou en termes d'évitement de ce genre de catastrophe, de séisme, comme vous le dites, moi, me paraît essentielle. Donc, comment vous vous placez par rapport à cette question de l'utilité, de repenser l'éthique ? Merci. Alors Fabrice, répondez en guise de conclusion. Sur l'utilité éthique, L'éthique ou l'utilité peut-être justement il faut penser l'éthique hors du champ de l'utilité. Et l'utilité, c'est très bien qu'un tire-bouchon soit utile. C'est très utile un tire-bouchon. Et loin de moi l'idée de condamner l'utilité d'un tire-bouchon. Mais tout penser à partir du tire-bouchon, voilà, qui n'est pas humain. Et pour l'être humain, il y a des champs dans lesquels on ne peut pas, si on est vraiment humain, penser à partir de l'utilité. Mais pas seulement pour la question éthique, pas seulement pour la question d'Auschwitz, mais je dirais pour la question de l'amour, par exemple. Il faut espérer que l'amour n'est pas utile et qu'il y a un grand nombre de choses, peut-être les choses les plus décisives dans l'être humain, qui ne sont pas utiles. Mais aujourd'hui, vient à triompher l'idée que tout doit être utile. Et cette manière dont tout doit être utile nous empêche toute pensée véritable. Donc, oui, il faut réussir à penser hors de la perspective, disons même de l'instrumentalisation. À l'instant où je dis, si je dis ça sur Auschwitz, ça va être utile, ça va permettre ça, alors je n'ai plus de rapport réel à Auschwitz. Et donc, bien sûr, il faut penser Auschwitz, bien sûr, il faut parler d'Auschwitz dans les écoles, mais si vous commencez à parler d'Auschwitz dans les écoles parce que ça va permettre tel résultat, alors vous ne parlez pas d'Auschwitz, et donc vous ne faites pas confiance à l'humanité des élèves, et donc vous niez l'humanité des élèves. C'est ça que j'essaye de montrer. Il y a un autre rapport au monde qui est un rapport d'utilité. Et peut-être que les êtres humains ont tous envie que quelqu'un leur parle enfin, non pas pour les instrumentaliser ou leur faire comprendre quelque chose qui va être utile, mais pour leur parler juste humainement pour de bon. Et mon livre témoigne de la nécessité et de la recherche d'une parole qui me parle enfin pour de bon, sans instrumentalisation. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que pourrait être une parole qui n'instrumentalise rien. Très bien, écoutez, nous vous remercions, Fabrice Midal et Annette Viborca.